Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons de courbature et de sudation au travers de la question suivante. Pour faire une bonne séance, faut-il nécessairement suer pendant et puis après ressentir des courbatures? Donc souvent on relie ces phénomènes à la bonne séance et on va voir justement si c'est toujours le cas. Donc pour mieux répondre à cette question, on va séparer chacun des termes afin justement de pouvoir les décrire et voir justement s'il y a une relation entre. Donc tout d'abord, la bonne séance va dépendre de vous et de vos objectifs. On peut faire du sport pour de nombreuses raisons, ça peut être pour perdre du poids, pour prendre de la masse musculaire, pour se défouler, pour se remettre en forme, pour performer ou tout simplement pour le plaisir. Donc les séances peuvent être multiples et puis pareil, comme les objectifs peuvent être aussi multiples. Et finalement, la bonne séance sera celle qui répond au mieux à votre ou à vos objectifs. Deuxième chose à prendre en compte aussi pour faire une bonne séance, c'est votre niveau actuel. C'est-à-dire qu'il faudra forcément adapter par rapport à votre expérience passée dans l'activité que vous pratiquez, ainsi que votre état de fatigue sur le moment. Donc, c'est-à-dire qu'une séance qui était peut-être plus haute mais avec une fatigue plus intense, eh bien on va réduire un petit peu cette séance qui était peut-être trop difficile sinon. Et puis inversement, le jour où vous vous sentez en forme, en faire un petit peu plus permet d'être efficace et de performer. Donc dans la suite de la vidéo, je parlerai de l'ensemble de ces objectifs et puis parfois je reviendrai sur certains points, certains objectifs en particulier. On va commencer avec la sueur. Donc la sudation, à quoi ça sert? C'est comme un liquide de refroidissement pour le corps. Ça va servir justement à réduire la température corporelle. La hausse de la température corporelle peut être causée par des causes externes, comme par exemple tout simplement la chaleur extérieure, ou par des causes internes, comme la production de chaleur via le processus énergétique, c'est-à-dire la contraction musculaire. Il existe aussi des éléments externes à notre corps pour lui permettre de se refroidir. Donc naturellement à la température extérieure, c'est-à-dire que s'il fait 17 degrés, bah forcément ça crée une différence par rapport à votre 37,5 et le corps va devoir se réchauffer en conséquence. La convection, donc liée au vent, on en parle souvent en météo, c'est les fameux 10 degrés ressenti 5. Ce fameux ressenti, souvent c'est lié à beaucoup de vent qui va renouveler la fine couche d'air qui englobe votre peau, qui va la refroidir, qui va refroidir votre peau, qui va refroidir votre corps. Et ensuite, on retrouve aussi la conduction. La conduction fonctionne de la même manière que la convection, à la différence que l'eau se renouvelle beaucoup plus rapidement autour de votre corps. Ce qui fait que à 17 degrés, encore une fois, dans l'eau, on se refroidit plus vite qu'à 17 degrés dans l'air. Et sans ces éléments, le corps, le seul moyen qu'il a pour se refroidir, c'est d'augmenter sa sudation. La sudation, elle, va agir comme la conduction. C'est-à-dire qu'elle va perler à la surface de votre peau. L'eau qui va être maintenant à la surface va se refroidir grâce à l'air ambiant, donc grâce à la convection, et de manière optimale va refroidir votre peau qui va refroidir ensuite votre corps. Donc ça c'est la première manière qu'a la sudation de refroidir votre corps. La deuxième manière c'est quoi? C'est en séchant, tout simplement parce que quand l'eau va sortir de notre corps, va perler et va créer justement la sueur, eh bien elle va renfermer une partie de la chaleur corporelle. Donc en séchant complètement, eh bien la chaleur quitte notre corps et plus du tout en contact avec notre peau. Donc la sudation a deux moyens de refroidir le corps. Il existe aussi un seuil optimal pour la quantité de sudation. C'est-à-dire que si vous suez trop, eh bien, ça ne va pas être efficace pour refroidir le corps. Vous allez ruisseler et en fait l'eau va plus sécher. Et le pas du tout transpirer alors qu'il fait des fortes chaleurs, ici vous êtes potentiellement en danger. Ce qu'il faut voir ici, c'est que votre corps n'a plus aucun moyen de se refroidir. Et finalement, votre température risque de monter très très vite. Donc si vous faites une activité physique, arrêtez-vous, mettez-vous à l'ombre et hydratez-vous. La plupart du temps, c'est souvent un manque d'hydratation qui fait qu'on arrête complètement de transpirer. Lorsque la sudation n'arrive plus à sécher, eh bien, comme on a pu le voir, on perd une partie de nos capacités. Cela arrive souvent quand il y a une réduction de la convection. Par exemple, quand la peau est cachée sous des vêtements qui ne sont pas respirants et qui renferment la chaleur, le corps va sans cesse transpirer. Et il n'y aura plus du tout de séchage, entre guillemets. Ou sinon, quand les températures extérieures sont trop hautes, sont trop rudes pour pouvoir faire une activité physique. Et cela arrive en été, autour des midi 13 heures, où là, finalement, l'exercice physique peut être très dangereux pour la santé. Finalement, en fonction des personnes, il faudra adapter. Je vais revenir sur la fausse idée qu'on peut se faire de la sudation et de la perte de poids. On les relie souvent entre elles parce que tout simplement on va mettre le facteur intensité en plus. C'est-à-dire que l'intensité va occasionner peut-être plus de chaleur et donc du coup en résultat peut-être plus de sudation.
Et pareil, qui dit plus d'intensité, dit plus de dépenses énergétiques et donc potentiellement une perte de poids. Et on va faire le raccourci en rayant l'intensité en disant que plus on sue, plus on perd de poids. Et en fait, on peut le voir que ça n'a strictement rien à voir parce que la sudation est plus liée à une température, à un refroidissement du corps et pas à une dépense énergétique qui occasionnerait finalement une perte de poids. Et cette fausse idée est véhiculée notamment au niveau de la publicité pour des équipements de sudation, où on vante les mérites d'une perte de poids avec l'utilisation de ce type d'équipement. La plupart du temps, ce sont des vêtements imperméables qui vont emprisonner à la fois la chaleur et la sueur en contact avec votre peau, empêchant toute convection et puis refroidissement du corps. Or, on peut observer que la perte de poids après justement ce type d'exercice avec ce matériel est occasionnée plus par en fait le fait que la personne a sué beaucoup plus que la personne a dépensé plus de kilocalories et a réellement perdu du poids en termes de graisse. Ce qui va se passer après ce type de séance, c'est que la personne, forcément, elle va monter sur la balance, elle va être contente parce qu'elle va avoir perdu du poids sur sa séance. Mais en fait, ce déficit en eau, elle va le récupérer au fur et à mesure des jours ou bien de la soirée après justement l'exercice physique. Donc ce n'est pas du tout efficace. La plupart du temps, justement, on perd plus d'eau que de masse grasse. Avec ce type d'équipement, on retrouve finalement un cercle vicieux où votre corps est entraîné vers une hausse de la température générale. C'est-à-dire que, comme on a pu le voir, l'équipement va enfermer la sueur et la chaleur en contact avec votre peau. En fait, votre corps va suer pour se refroidir, mais cette sueur va être en contact avec de la chaleur qui va réchauffer finalement la peau et qui va réchauffer votre corps et votre corps va ne faire qu'augmenter en température. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va suer encore plus, ce qui n'arrangera pas finalement l'extraction finalement de la chaleur au niveau corporel, ce qui peut être entre guillemets très dangereux aussi pour certaines personnes. Et cette sudation abondante entraîne finalement une déshydratation prématurée au niveau du corps. Et pour en comprendre mieux les effets, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière traitant du sujet, et notamment au travers de l'eau de notre corps. Donc une sudation abondante, la déshydratation et l'augmentation de la température ambiante augmentent fortement le risque d'hyperthermie que nous allons détailler. En fait, il faut savoir que notre corps est un homéotherme, c'est-à-dire que pour bien fonctionner, il faut qu'il soit à une température stable autour des 37,5 en interne. Ponctuellement et sur un court terme, il peut être amené à augmenter sa température, mais rarement au-delà des 40 degrés. L'activité physique, par le travail musculaire, la réaction du système immunitaire, les réactions inflammatoires en sont des causes au niveau justement de ce rehaussement de la température corporelle. Et le corps peut retrouver de nombreux avantages à monter sa température de manière un petit peu fractionnée comme ça. L'un est de permettre une meilleure circulation du sang et de ses composants au travers de notre organisme pour finalement répondre aux besoins du corps de manière momentanée. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo. Je traite un petit peu plus de ce sujet aussi dedans, au niveau de la vidéo concernant l'eau de notre corps. Mais cette dilatation des vaisseaux sanguins est associée, et quand elle est associée à un manque d'hydratation, représente des dangers au niveau de l'hyperthermie. Le cœur, lui, va devoir accélérer encore plus parce que le sang va devenir plus pâteux, etc., pour répondre aux besoins du corps, ce qui peut être dangereux pour des personnes qui n'ont pas un style de vie très très sain, avec justement des graisses au niveau des vaisseaux sanguins, et on sait qu'après ça peut partir très très vite. Les effets de l'hyperthermie prolongée entraînent des vertiges, une hémorragie interne, et ça peut même aller jusqu'à la mort. Donc, du coup, c'est très important, et d'ailleurs, un des facteurs de l'hyperthermie, c'est l'arrêt de la sudation. Et si vous êtes plutôt bien avancé en termes d'hyperthermie, et encore une fois, je vous renvoie vers les conseils que je vous ai donnés précédemment. Mais sans aller jusque-là, le fait de courir et de faire tout simplement une activité physique couverte d'un caouet rend l'exercice beaucoup plus pénible et donc beaucoup plus court. En fait, vous dépenserez moins de kilocalories pour le même type d'effort et vous retarderez vos résultats. On peut aussi se dire qu'on va se mettre dans des situations un peu plus de chaleur, un peu plus difficiles, pour un objectif de performance sportive à l'étranger notamment, ou dans des pays où il fait un petit peu plus chaud, en se disant qu'on va s'habituer à cette chaleur comme ça. En fait, l'adaptation est très très réduite au niveau justement du corps par rapport à des températures chaudes, et ce type d'entraînement n'aide en rien justement à l'adaptation. En fait, les conditions seront complètement différentes dans le pays où vous allez aller, et c'est pour cela que le conseil que je peux vous donner si vous voulez faire une adaptation, c'est d'y aller un petit peu avant, de vous entraîner sur les heures où vous allez devoir pratiquer, avec peut-être justement une réduction de l'intensité pour progressivement faire en sorte que le corps s'habitue
aux conditions ambiantes et pas finalement une manière artificielle qui n'aide en rien finalement à l'adaptation du corps pour votre compétition. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la sudation n'a strictement rien à voir avec l'intensité de l'effort. C'est plus lié justement au refroidissement du corps. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas dire que faire une bonne séance c'est forcément suer. C'est plus finalement une régulation thermique. Et maintenant, nous allons détailler et nous intéresser aux courbatures pour justement réaliser une bonne séance. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la courbature? Eh bien, les courbatures sont des micro-lésions. Donc du coup, c'est des petites micro-déchirures qui se font au niveau musculaire et qui surviennent lorsque l'effort ou la contrainte est importante et ou inhabituelle. C'est pour cela que quand on commence ou quand on reprend une nouvelle activité physique, il est fort possible d'en ressentir les effets au niveau de la récupération qui s'ensuit. Donc les micro-déchirures surviennent sur des mouvements de résistance comme avec des charges additionnelles. Par exemple, lorsque vous allez porter des sacs de course pendant pas mal de temps, sur des temps beaucoup plus longs que vous avez l'habitude de faire, peut-être qu'au niveau du bras, le lendemain, vous allez sentir quelques courbatures, ou bien tout simplement sur des mouvements de musculation où on va changer la charge, où on va changer l'exécution de manière importante, et là forcément ça va occasionner aussi des lésions internes. Ou encore sur des mouvements où le freinage ou l'amorti est important, donc on peut voir ça par exemple sur des mouvements pliométrie ou sur des descentes quand vous courez, etc. Le mouvement d'amorti est beaucoup plus important, ce qui crée beaucoup plus de lésions que vous n'avez l'habitude d'avoir, et donc du coup forcément les courbatures qui s'ensuivent. Donc par exemple aussi au niveau des mouvements pliométrie, on retrouve les squats sautés ou les pompes claquées pour vous donner quelques exemples. Ensuite, ces micro-déchirures sont bénignes dans la plupart des cas. Il faut juste laisser le temps au corps avant de refaire un nouveau effort aussi intense que vous avez fait précédemment. Ça, c'est la meilleure méthode pour récupérer. Après, c'est sûr qu'il existe des petites choses qui vont peut-être accélérer la récupération, mais le premier facteur sera laisser le temps à votre corps au niveau de cette récupération. On associe aussi souvent les courbatures à la bonne séance, car on sait que suite au phénomène de récupération, on va pouvoir développer ou tonifier sa masse musculaire. Ça, c'est le résultat final finalement après la réparation des courbatures. C'est aussi le seul phénomène que l'on ressent pendant la durée de récupération et qui va nous faire dire ah bah tiens, j'ai quand même fait une bonne séance parce que j'ai eu des ressentis derrière. Mais les courbatures ne représentent qu'une toute petite partie des effets de votre entraînement sur vos performances et sur vos changements corporels. Votre corps a aussi plein de moyens différents pour vous faire évoluer, comme par exemple la coordination intramusculaire, c'est-à-dire la coordination entre les muscles qui vous permet de vous ressentir beaucoup plus à l'aise sur les mouvements, plus performants et de dépenser moins d'énergie, ou du moins de manière plus efficace. La coordination intramusculaire, donc ici c'est entre les fibres du même muscle, cette coordination va vous faire gagner en efficience, en force, en endurance et aussi intervient dans la fluidité des mouvements. On retrouve aussi une amélioration au niveau du système nerveux qui d'une part mettra en mémoire vos expériences passées pour déterminer celle qui répond au mieux aux résultats attendus. Ici finalement on le perçoit aussi au quotidien, c'est-à-dire que des fois on a du mal à faire certaines choses la veille, on s'acharne un petit peu dessus et puis on n'y arrive pas. On arrête, on passe une nuit de sommeil et le lendemain quand on essaie de recommencer la même chose, eh bien la réponse ou le résultat attendu vient tout de suite du fait justement du processus cognitif. On retrouve aussi au niveau du système nerveux une jonction neuromusculaire qui se fait beaucoup plus importante. En fait, votre muscle et votre cerveau vont tisser des liens plus importants, vont renforcer ces liens, ce qui va faire que vous allez gagner à la fois en force et en contrôle. On retrouve aussi les mitochondries, qui sont les cellules phares de notre système énergétique, qui vont se décupler et améliorer aussi leur efficacité. Ainsi, en termes d'énergie, vous serez beaucoup plus performant. Et cette évolution, ces améliorations ne s'arrêtent pas là. On retrouve aussi une amélioration de la composition du sang, des filières énergétiques, et j'en place. Il y a finalement plein de phénomènes différents qui se passent dans votre corps, mais qu'on ne ressent pas forcément au niveau corporel, contrairement à des courbatures où là, finalement, ça vient nous handicaper dans notre quotidien. Donc c'est-à-dire qu'ici, on peut le voir, les courbatures, eh bien, certes, c'est un des facteurs de la progression, possible, entre guillemets, mais il y a plein d'autres facteurs différents qui vont vous faire aussi progresser. Donc pour en revenir à ces courbatures, elles peuvent survenir jusqu'à 48 heures après la fin de votre séance. En général, ce sont des courbatures, quand elles arrivent à ce moment-là, très intenses et qui durent rarement plus d'une semaine.
Mais avec la répétition, le corps va s'adapter au mouvement, les courbatures deviendront moins intenses, voire même disparaissent complètement. Et pour autant, ce n'est pas pour cela qu'on va arrêter complètement de progresser. Vous retrouvez de nouvelles courbatures suite à un arrêt prolongé, par exemple, de votre activité, ou bien quand vous prenez une nouvelle activité, ou que vous gardez votre activité, mais que vous créez des contraintes beaucoup plus importantes. Donc soit en rajoutant beaucoup plus de poids, soit en changeant complètement le nombre de répétitions ou l'exécution du mouvement. Donc comme je l'ai dit, les courbatures ne doivent pas être nécessairement associées à une bonne séance. Par exemple, encore, je vais vous donner un petit exemple. Donc c'est, vous mettez au squat, vous décidez de faire tous les jours du squat. Le premier jour, vous allez faire un certain nombre de squats, mais comme vous n'avez pas l'habitude d'en faire, vous allez avoir peut-être quelques courbatures au départ de manière importante. Et puis le deuxième jour, vous en faites un petit peu plus, mais les courbatures diminuent. Et au fur et à mesure comme ça des semaines et des séances, eh bien, vos courbatures vont diminuer progressivement. Vous continuez à évoluer parce que vous faites plus de squats et ce qui vous montre justement votre évolution. Pourtant, vous avez toujours de moins en moins de courbatures, voire plus du tout de courbatures au bout d'un moment. Alors, que faut-il faire pour faire une bonne séance? Eh bien, ça va passer dans un premier temps avant la séance, par une préparation mentale. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie et hâte de faire sa séance. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pas trop grave, on y va et on verra sur le terrain. Mais c'est vrai que des séances où vous avez hâte, où ça fait longtemps, par exemple, que vous n'êtes pas entraîné, que vous savez les sensations, etc., que vous avez hâte de retrouver ces sensations-là, eh bien, naturellement, ce sont en général plutôt des bonnes séances. Ensuite, forcément, sur la séance, il va falloir se dépasser un petit peu, dans la limite du raisonnable, bien sûr, sans finalement se mettre la misère entre guillemets, mais il faut quand même créer un besoin au corps pour pouvoir se développer, que ce soit au niveau musculaire, perte de graisse, performance, etc. Enfin, tous les objectifs qu'on a vus au départ. Pour pouvoir progresser dans un bon sens, il faut quand même avoir un minimum de dépassement de soi. Et enfin, la chose la plus importante, surtout pour persévérer et continuer sur le long terme, eh bien, c'est prendre du plaisir, que ce soit pendant ou après l'effort. Et ça, c'est hyper important parce que si vous ne prenez pas de plaisir, eh bien, votre activité, vous allez le faire pendant un court laps de temps et on sait que il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir progresser et puis évoluer vers ses objectifs. C'est pour cela qu'une personne qui va vous dire que vous allez progresser très vite et que vous allez avoir les résultats en 2 semaines, etc., faut un petit peu se méfier parce que sur le terrain, en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Voici ce qui conclut notre vidéo concernant la sudation et les courbatures dans le fait de faire une bonne séance. J'espère avoir pu répondre plus en profondeur justement à cette question et avoir pu vous apporter des réponses que vous ne connaissiez pas. Si jamais il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. De même, si vous voulez avoir des informations sur mes coachings personnels, que ce soit au niveau sportif ou nutritionnel, eh bien, vous pouvez me contacter et puis on verra ensemble ce qu'il est possible de faire. Et puis maintenant, il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne journée.